Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes démarches nécessaires pour effectuer une modélisation en 3D euh, d'une charpente métallique avec une toiture composée de deux versants symétriques et inclinés. Là, cette vidéo elle sera bien, je vais partager euh, 3 ou bien 4 vidéos pour les différentes parties dans le but d'effectuer une étude complète pour un projet en charpente métallique, la modélisation, chargement, ainsi que le dimensionnement et les vérifications de différents éléments. Comme j'insiste toujours à effectuer une modélisation en 3D à partir d'un modèle 2D pour qu'on puisse générer correctement surtout une action du vent. Pour cette raison, je vais commencer la vidéo par une modélisation en 2D de notre portique brisé, c'est-à-dire portique plat, en profilé, les traverses et les poteaux sont en profilé. Après, je vais vous montrer comment on va générer le modèle. Donc, on va travailler dans l'étude d'un portique blanc, et je vais commencer par la méthode classique, par le modèle 2D, et comme je vous ai dit, il s'agit bien d'un portique brisé. Je vais prendre une dimension quelconque et des données quelconques. L'objectif, c'est de vous montrer comment on peut générer le modèle en 3D à travers un modèle 2D. Et la méthode est applicable pour n'importe quel bâtiment ou bien une construction. Donc, je vais commencer par la définition des axes. Et regardez ici, je vais rester toujours dans le système des coordonnées cartésiennes. Et vous avez ici deux axes parce qu'on va réaliser un modèle de vue. Donc, notre bâtiment, je vais prendre un bâtiment d'ouverture 20 mètres et de hauteur 10 mètres. Donc, le X, c'est par rapport à l'ouverture du bâtiment. Je vais prendre deux axes, puisque j'ai dit le bâtiment il est constitué par deux versants inclinés et symétriques. Donc, l'ouverture est égale à 20, donc je vais réaliser deux axes, il y a deux espacements du vide. Et pour le Z, je vais changer ici la libellé en valeur, et je vais prendre la hauteur du poteau par rapport au 0 égale 9 mètres, et la hauteur totale de la construction par rapport à 9, je vais ajouter 1 pour obtenir le 10 mètres comme hauteur totale de la construction. Donc, je vais commencer par barre. Comme dimension, comme décision choisie pour notre projet, les poteaux et les traverses sont des profilés laminés, sont des éléments profilés, laminés, et la famille, c'est la famille IPE. Je vais commencer par, je vais proposer un IPE 330 pour les traverses et un IPE 400 pour les poteaux. Bien sûr, reste à vérifier après lors du dimensionnement. Dans attributs, je vais essayer d'afficher les couleurs de différentes barres. Ok. Donc, traverse poteau. Bien sûr, la liaison ici, il s'agit bien d'un encastrement. D'un encastrement et effectué par un jarret. Et dans ce cas-là, je vais définir un nouveau jarret. Et comme je vous ai dit, bon, comme j'insiste toujours que pour prédimension, puisqu'il s'agit bien ici d'une traverse en profilé, donc il s'agit bien d'un profilé, comme prédimensionnement pour les jarrets, je vais prendre le 10% comme longueur de la longueur totale de la traverse et la même hauteur du profil. Et vous pouvez ici modifier la longueur, par exemple en 15% si vous allez augmenter le jarret. Bon, l'effet du jarret, c'est quoi? C'est de renforcer cette section-là parce que après, lorsqu'on va afficher les diagrammes des épaules internes, vous avez un moment maximal au niveau de cette liaison-là. Donc, je vais
renforcer cette section-là et j'obtiens ici comme si une section en double lit avec les arrêts. Et c'est la section transversale en double lit qui va résister à l'effort au moment fléchissant qui en se pointe. Donc, c'est une méthode très efficace pour minimiser la section de notre traverse. Pour la partie la plus sollicitée, je vais renforcer cette section-là par jarret qui va supporter et qui va résister au moment fléchissant maximal généralement. Même chose pour la liaison entre traverse et traverse. Je vais prendre un poteau, encasté en bas. Donc, pour l'appui, je vais mettre la flèche devant encastrement et je vais sélectionner ce niveau. Donc, voici poteau en profilé, encasté en bas et la liaison entre traverse et poteau, il s'agit bien de l'encastrement. Juste pour les paramètres, je vais modifier ici la couleur de l'interface de robot. Je vais aller à outil préférences et je vais sélectionner ici le dark. Donc, j'aime cette couleur. D'accord. Donc, n'oubliez pas qu'il s'agit bien du charbon métallique classique et bien sûr, pour la face pignon, vous avez sûrement des potelets et son rôle c'est de supporter l'action du vent et pas la face pignon. Je vais ajouter ici dans ligne de construction, dans 5 mètres, je vais ajouter un autre axe et c'est la position exacte de notre potelet. Potelet, je vais prendre toujours la famille IPE et avec une section moins importante, je vais prendre le IPE. Et bien sûr, potelet, je vais prendre une articulation. Dans le calcul, on considère le potelet comme étant une poutre isostatique soumise à une charge répartie. C'est quoi la charge répartie? C'est la charge du vent appliquée sur la face pignon et transmise vers les potelets. Et son rôle, c'est de supporter cette charge-là et de transmettre les charges vers les éléments de contreventement, et dans ce cas-là, vers les poutres au vent. Pour le relâchement des potelets, déjà préparé, je vais relâcher le déplacement par rapport à X, par rapport au repère local, déplacement par rapport à X, et la rotation par rapport à Z, parce que son rôle, c'est de supporter uniquement l'action du vent et non pas la décharge descendante. Le relâchement a été ajouté pour notre poteau. Aussi, je vais utiliser la commande angle gamma et je vais faire tourner le potelet d'un angle de 90. Bon, pourquoi finalement, elle sera soumise à la friction par rapport à l'axe et j'ai fait tourner le potelet d'un angle de 90 pour que Y, c'est celle qui va participer dans l'inertie par rapport à Y, c'est celle qui va participer dans la résistance. Ok, donc j'ai travaillé sur la moitié du portique du samedi et je vais effectuer par la suite une coupure par miroir. J'ajoute un autre axe, normalement c'est à 15 mètres par rapport au zéro pour la deuxième position de notre potelet. Deux potelets existent dans notre construction, bien sûr, pour la partie droite. Je sélectionne la moitié, je vais effectuer une rotation, une transformation, une copie par miroir vertical. Donc, ce qu'il me reste, c'est les jarrets au niveau de la liaison. Non, pardon, c'est la liaison au niveau des traverses. Jarret, et je vais ajouter les jarrets au niveau de cette liaison. Donc, regardez ici, comme si une poutre puis encastrée, les moments maximaux sûrement au niveau des appuis, et dans ce cas-là, je vais renforcer la section avec des jarrets pour que la section qui résiste à un moment fléchissant maximal, c'est une section en double lit, et vous avez dans les cours de l'RDM et de la mécanique des structures que
les caractéristiques géométriques interviennent dans la résistance de la poutre ou bien de l'élément. Si elle est soumise à la friction, donc c'est l'inertie qui va intervenir, et bien sûr, l'inertie d'une section en double vis est plus importante que l'inertie d'une section en simple I, ainsi que le module de résistance à la friction. Toutes les caractéristiques géométriques et l'air aussi de la section transversale sont plus importants au niveau de l'appui grâce à l'ajout de ce arrêt. Donc, vous avez ici notre portique de stabilité, bien sûr, pour le portique pignon. Celle-ci, c'est le portique pignon. Je vais commencer par générer le modèle en 3D et je vais cliquer toujours sur chaque mouvement 2D, 3D. 2D, je vais générer, je vais garder uniquement le modèle 2D. Je cherche la note de calcul et les actions du vent qui s'appliquent sur ce portique-là, ou bien je vais générer le modèle 3D. L'enveloppe, je vais cliquer sur Retour et va sélectionner les parois et surface extérieure de notre construction. Notre bâtiment, il s'agit bien d'un bâtiment sans accrocheur, avec base non reposant au sol. Bien sûr, dans notre cas, c'est une construction reposant sur le sol. Donc, je vais cocher cette section-là si vous avez une construction qui ne repose pas sur le sol, c'est-à-dire vous avez la structure, c'est en béton armé et la couverture elle est en charpente métallique. Dans ce cas-là, il faut tenir compte de cette partie-là dans l'action du vent parce que la hauteur, c'est la hauteur totale de la construction dans le véhicule effectué. Donc la profondeur de la construction, je vais prendre 60 mètres. L'entraxe entre les portiques 6 mètres, donc j'ai 11 portiques et je vais chercher l'action du vent. Pour le paramètre, vent 1, s'il s'agit bien de la région 1, vent 2, s'il s'agit bien de la région 2, vent 3, s'il s'agit bien de la région 3. Je vais prendre vent 2. Altitude géographique, je vais prendre altitude de la construction, c'est 10 mètres, la hauteur totale de la construction. Ici, altitude géographique, c'est-à-dire le niveau de la construction par rapport au niveau de la mer. La flèche, c'est-à-dire cette dimension-là, c'est égal à 1 mètre. C'est lui qui va terminer ça automatiquement. Et l'action du vent, elle sera appliquée sur les parois extérieures, parois verticales et les versants pour notre cas. Pour le vent, vous avez ici région 2. Si tu veux prendre exposé, pression normale. La pression dynamique de vent, je vais taper ça manuellement, 0,7 kPa. Et les CE-CI, c'est-à-dire robot, elle va effectuer les corrections pour les valeurs du coefficient de traînée intérieur, TI, et les coefficients de traînée résultants. Vous avez dans la norme les corrections nécessaires. Aucune action spécifique et je vais considérer l'action du vent comme étant une charge surfacique uniforme appliquée sur les parois verticales et sur les versants. Pour la neige, déjà désactivée, et pour la perméabilité, ici vous avez les perméabilités de différentes parois. On va considérer ici dans notre cas un bâtiment fermé, mais si vous avez la perméabilité de différentes parois, face l'empan gauche, face l'empan droite, ou bien les faces pignon avant, face pignon arrière, maintenant vous pouvez taper le rapport entre la surface d'ouverture sur la surface totale de la paroi. Ça va influencer, bien sûr, dans les valeurs des coefficients traînés et dans la norme NV65, vous avez les différents cas pour les constructions fermées, pour les constructions ouvertes ou bien pour les constructions partiellement. Normalement, je dois cliquer sur générer. Je vais générer le vent en 2D et je peux récupérer les notes de calcul. Mais je vais cliquer sur générer en 3D. Vous avez ici position des portiques, vous avez le lien. Donc vous avez ici une profondeur de 60 mètres et un autre axe égal à 6 mètres. 60 sur 6, ça fait 10, 10 justement, donc 11 portiques, c'est correct. Je vais cliquer sur définition. Les barres copient seulement dans les portiques pignons, les deux potelets. Et les barres sur lesquelles l'action du vent sera appliquée sont les barres verticales, poteaux et potelets. Pour ici, pour les éléments de la toiture, les éléments de remplissage,
qui ne s'affiche pas dans le modèle 2D, mais je vais ajouter ça pour qu'il soit affiché dans le modèle en 3D. Donc, pour les pannes, elles sont appuyées sur les traverses et je vais choisir comme profilé les profilés laminés en IPE. Pour la position du compte relatif, c'est-à-dire niveau, non, c'est pas, je vais définir les positions des pannes, les différentes positions des différentes pannes sur la traverse. Et c'est symétrique, donc c'est la même chose pour la traverse. Donc je vais cocher relatif. Pour la première, c'est 0,025. Après 0,25 divisé sur 4 espacements. J'ai 5 pas. 0,5, 0,75 et 0,964. Parce que là, vous avez un départ entre poteau et la première page. Pour la deuxième, c'est la même chose. Ok, donc pour les parois verticales, bien sûr, il s'agit bien d'une charpente métallique avec une toiture réalisée en bac acier ainsi un battage métallique. Donc j'ai besoin ici d'ajouter les listes de battage et comme section, je vais choisir la famille UAP, la famille en I. Et je vais sélectionner comme section, c'est l'UAP 130. Et je vais mettre absolu, la fenêtre commence à 1 mètre et un espacement égal 2 mètres entre les 3, 5, 7, 9. La même chose pour la deuxième. Donc, avec cette méthode-là, j'ai défini les éléments de remplissage, les éléments de la toiture, les pannes et les listes de battage. Comme je vous ai dit, son rôle, c'est de supporter le battage métallique. Les pannes, son rôle, et les charges appliquées sur le battage métallique. Les pannes, son rôle, c'est de supporter la couverture, ainsi que les charges appliquées sur la couverture. Après, je vais cliquer sur Générer en temps. La note de calcul s'affiche pour l'action du vent. Et vous pouvez ici vérifier, bien sûr, vérifier les données saisies et vous pouvez vérifier les résultats en termes de coefficient de prime si vous avez effectué un calcul. Et vous pouvez afficher ici le modèle 3D, le croquis. Vous pouvez aller dans Attributs pour afficher pour départ les différentes couleurs et différentes là, j'ai oublié, regardez ici, j'ai oublié, lorsque j'ai généré le modèle 3D, j'ai oublié de changer la section pour les pannes pour la traverse. C'est simple. Ici, vous pouvez aller directement ici et je vais sélectionner les IPE 180. Bien sûr, à part les potelets, et je vais modifier cette section en IPE 120. Regardez maintenant, j'ai généré le modèle 3D avec les portiques dans l'espacement immédiat de 6 mètres et avec des éléments de couverture, des pannes et les listes de battage. Et bien sûr, vous pouvez afficher les différentes actions du vent et bien sûr,
dans ce cas-là, les différentes actions du vent pour les différentes directions et pour la charge appliquée pour chaque élément. Les potelets, les listes de battage, les poteaux et les battes. Merci pour votre attention. Bonjour, je vais continuer sur le même projet, la modélisation et le dimensionnement des éléments d'un hangar industriel en charpente métallique. Dans notre vidéo, je vous ai montré les différentes étapes pour la génération du modèle 3D. Comme je vous ai montré, c'est à partir d'un modèle 2D pour bien simuler l'action du vent appliquée sur les différents éléments de notre charpente métallique. Et comme montre le modèle, vous avez ici les actions du vent appliquées sur les différents éléments, sur les listes de partage, sur les pannes et sur les potelets. Donc, l'action du vent appliquée sur les listes de partage sera supportée par les poteaux. Une panne va transmettre la charge vers la traverse et les potelets vers les éléments de contreventement. Et bien sûr, comme vous connaissez, donc pour le vent qui frappe la face longtemps, c'est le portique de stabilité qui va prendre la charge et qui va assurer la stabilité du bâtiment vis-à-vis cette action-là. Et pour le vent qui frappe la face pignon, donc ce sont les éléments de contreventement qui vont assurer la stabilité de l'élément vis-à-vis cette action. Donc, je vais continuer donc, avec ce modèle-là. Donc, je vais activer l'affichage des charges. Donc, je vais continuer avec les éléments de contreventement. Donc, je vais réaliser deux systèmes de contreventement pour le portique pignon avant et pour les portiques pignon arrière. Donc, j'ajoute ici des éléments en double cornière. Et je vais proposer comme section pour les croix centrées 70 x 7 et 60 x 6 pour les poutres au vent. Je vais ici je vais travailler avec des poutres au vent chaque deux espacements entre les pannes. Donc l'action qui sera appliquée sur ce potelet-là, elle sera transmise vers les poutres au vent. Donc j'ai dit qu'il s'agit bien de double cornière 70 x 7 pour les croix centrées et des poutres au vent en double cornière pour les poutres au vent. Donc ces éléments-là, son rôle c'est de supporter l'action du vent et d'acheminer cette force-là vers les nœuds de la fondation. Et donc ces barres-là travaillent uniquement ou bien en transférant uniquement les efforts axiales. Je vais aller dans définition de la structure barre de trier traction compression et ces barres-là transfèrent uniquement les efforts axiales, quel que soit un effort de compression ou bien un effort de traction. Et cette condition-là appliquée pour les croix centrées et pour les poutres au vent. Et maintenant, je vais effectuer une copie par miroir puisque notre construction, il s'agit bien d'une construction symétrique.
Maintenant, je vais sélectionner tous les éléments de contrevention, les contrevents et les concentrés, et je vais effectuer une copie par translation pour le dernier portique de stabilité. Donc, du point de vue conception, maintenant, notre modèle elle est pratiquement préparé, donc, compris les portiques de stabilité, les éléments de complexation. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on va créer des panneaux pour les couvertures et pour les bardages métalliques et l'application des charges permanentes et des charges d'entretien sur ces éléments-là, essentiellement les deux, la couverture, pour qu'on puisse générer les différentes combinaisons de charges et de démentionner les différents éléments. Je vous remercie. Salut à tous. À ce niveau, on arrive à générer notre modèle 3D d'une charpente métallique classique avec des portiques de stabilité à âme brisée. Les poteaux et les traverses sont les deux en profilé, laminés à chaud. Et dans ce cas-là, on a choisi la famille IPE puisque les éléments sont soumis à la flexion simple. Et dans ce cas-là, on peut utiliser les profilés en I caractérisés par une forte inertie par rapport à l'axe Y. Donc ici, il faut faire attention au niveau de la disposition de la section pour faire ou bien pour obliger la participation de l'inertie par rapport à Y dans la résistance des éléments et ces éléments-là travaillent finalement à la friction composée si je parle des éléments de notre portique de stabilité. Donc, effort normal plus la friction par rapport à Y, les profilés IPE sont les profilés corrects et les choix optimaux. L'entraxe entre les portiques est régulier de 6 mètres avec des pannes en profilé IPE et les listes de bardage sont des profilés en U. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment on a ajouté pour la stabilité de la structure vis-à-vis de l'action du vent, comment on a ajouté les poutres et les croix centrées. Et comme je vous ai dit, les deux familles, ou les deux éléments, son rôle principal, c'est porter l'action du vent qui frappe essentiellement la face pignon. Et le portique de stabilité, c'est lui qui va résister vis-à-vis de l'action du vent qui frappe la face lambant. Donc, à ce niveau, les charges appliquées jusqu'à maintenant sont les actions climatiques, l'action du vent, générées selon le MV65 d'une façon correcte, comme je vous l'ai montré à travers le modèle 2D. On a généré le modèle 3D et donc par la suite, toutes les actions du vent, vent pignon, vent lambant, surpression et dépression ont été générées. Maintenant, il nous reste d'autres natures des charges. Je vais parler essentiellement des charges permanentes, composées de poids propres des éléments de la structure et poids propres de la couverture pour la toiture et la liste et les bardages pour les parois verticales et la charge d'entretien fixée selon le code 3 en 25 des newtons par mètre carré. Donc pour ajouter des charges, je vais cliquer sur 4 charges et ici je vais ajouter une autre charge permanente et je vais nommer ça poids propre. Et cette charge-là, elle contient toutes les charges permanentes de poids propre des éléments qui existent dans notre modèle 3D et j'ajoute après le poids propre de la couverture. Donc, pour générer le poids propre de la structure, je vais cliquer sur définir charge et dans poids et masse, je vais cliquer sur la première, c'est ici, au bout, elle va calculer le poids propre des éléments qui existent dans notre modèle 3D.
Juste ici, je vais vérifier l'unité des forces. Et pour les forces, je vais utiliser le Newton comme unité. Qu'est-ce qu'il nous reste pour le poids, pour les charges permanentes? Il nous reste le poids propre de la couverture, choisi ici en panneau sandwich, et les bacs acier pour l'appâtage. Donc, avant de générer cette charge-là, je dois d'abord ajouter finalement les couvertures et les bardages métalliques. Je vais aller à objet et je vais commencer par le rectangle parce que ici pour les parois verticales, il s'agit bien d'un rectangle. Pour le paramètre, de préférence, je travaille ici avec le polyline. Et dans paramètres, il faut cocher par date. C'est juste, on va créer des surfaces. Ils sont vraiment l'essentiel, c'est de répartir les charges vers les éléments de la construction. Donc, c'est une surface sans poids propre, avec un poids propre égal à 0. Et sur cette surface-là, je vais appliquer les charges que représentent le poids propre des différents panneaux choisis pour notre construction. Pour la géométrie, la première direction, comme je vous ai dit dans les anciennes vidéos, la première direction c'est le X comme repère local pour chaque panneau créé. Donc, cette direction-là, c'est l'axe X pour notre panneau créé, et le nœud de départ, je dois revenir au nœud de départ pour que je puisse créer ce panneau-là. Pour la couverture, c'est toujours dans le sens longitudinal, c'est l'axe X. Pour la face pignon, la même chose. Toujours, le point de départ, c'est le point d'arrivée. Ok. Donc, pour ces panneaux-là, je vais aller à attributs et pour les panneaux, je vais afficher la zone de répartition de la charge. Parce que par défaut, le robot, elle va générer des panneaux qui portent dans deux sens. Le sens porteur pour les bardages, c'est vers les listes de bardage, donc c'est la flèche verte. Et la même chose, la flèche verte aussi pour la toiture. Et la flèche jaune pour les potelets. Donc, il suffit de cliquer sur le panneau et dans deux directions par défaut, je vais choisir quelle direction, le Y, parce que X, c'est l'axe choisi, le premier sens et la première direction choisie. Pour les couvertures, c'est toujours l'axe Y, le sens porteur de ce panneau-là, et le X pour la face pignon. La première direction et le premier sens choisi, c'est l'axe X pour le repère local de votre panneau que vous allez créer. Donc il suffit de créer ces panneaux-là. Je vais effectuer par la suite des copies par translation pour ce panneau-là. Par miroir vertical pour la couverture. Et par translation pour la face pignon. Donc il suffit de taper ici la profondeur. La profondeur ici égale à 60. Je reviens à cas de charge. Je vais appliquer une charge surfacique uniformément répartie d'intensité -11. C'est le poids propre d'un mètre carré d'un panneau sandwich pour la couverture. Et j'applique cette charge-là pour les deux versants. Le poids propre des bacs acier pour les parois verticales. Il s'agit bien d'un bac acier simple d'épaisseur 0,75 mm, donc à peu près le poids d'un mètre carré égal -7.
des chaînes de temps par mètre carré. Donc, la charge numéro 9, c'est le poids propre dans cette charge-là, elle rassemble le poids propre des différents éléments déjà existants dans notre modèle 3D, ainsi que le poids propre de la couverture, de panneaux sandwich pour la couverture et bac acier pour les parois verticales. La dernière charge, c'est la charge d'entretien. C'est une charge d'exploitation d'intensité moins 25 appliquée sur la toiture. Donc à ce niveau, toutes les charges ont été appliquées, les charges climatiques générées dès le début, le poids propre des différents éléments et le poids propre de la couverture et du bardage métallique, et ainsi que la charge d'entretien. La prochaine fois, je vais vous montrer comment on va générer toutes les combinaisons de charges et on va commencer la modélisation et le dimensionnement des différents éléments. Merci. Bonsoir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes étapes qu'on va réaliser pour dimensionner les différents éléments de notre conception. Je vous rappelle, il s'agit bien d'un hangar industriel en charpente métallique avec des portiques de stabilité pleins, avec des poutres, des traverses et des poteaux en profil. Et la famille choisie dans ce projet-là, c'est la famille EPE pour les deux, poteaux et pour la traverse. Dans l'ancienne vidéo et dans la dernière étape, on est arrivé à générer toutes les charges appliquées et considérées pour notre projet, y compris les actions du vent, les différentes actions du vent, les charges permanentes, y compris le poids propre de la structure et le poids propre de la couverture réalisée en panneau sandwich et le bardage métallique en bac acier, ainsi que la charge d'entretien comme montre le modèle déjà. Notre construction est soumise à une charge répartie uniforme surfacique d'intensité 25 kN par mètre carré. C'est déjà l'action c'est la charge d'entretien. Donc avant de commencer la génération des combinaisons de charges, j'ai travaillé dans le modèle 2D sur les potelets et j'ai dit que son rôle c'est de supporter uniquement l'action du vent qui frappe la face pignon. Et donc, puisque dans le calcul, je vais considérer ça comme étant une charge, une poutre soumise à l'affection, et la charge répartie, c'est uniquement l'action du vent qui s'applique à ce panneau-là. Et j'ai effectué un relâchement au niveau de cette liaison-là. J'ai libéré le déplacement par rapport à X, par rapport au repère local du procédé. J'ai libéré le déplacement par rapport à X pour ce nœud-là et la rotation par rapport à Y. Pourquoi? Parce que ici, comme je vous ai dit, les charges descendantes, elles vont être supportées par le traverse et par les poteaux. Et donc, cet élément-là, elle va supporter l'action du vent et son poids propre uniquement. Mais lorsqu'on a travaillé sur le modèle 2D, j'ai uniquement 3 degrés de liberté. Et pour le 3D, j'ai 6 degrés de liberté. Et donc, je dois engendrer une modification au niveau de ce relâchement-là. Donc, je vais aller à définition de la structure, relâchement. Vous remarquez ici que vous avez ici relâchement 1, c'est déjà articulé, et c'est déjà généré automatiquement parce que ici vous avez ajouté des pannes et des listes de bardage pour le modèle 3D et ce sont des éléments bien articulés. Donc, relâchement automatique a été ajouté à la liste des relâchements qui existent déjà par défaut et le relâchement créé pour le potelet. Pour le relâchement pour les potelets, je vais cliquer 2 fois ici, donc regarder ici.
par défaut, des modifications ont été engendrées. Donc l'origine, c'est déjà une articulation, donc aucune relâchement, aucune direction qui est relâchée. Et au niveau de l'extrémité, c'est-à-dire au niveau de ce nœud-là, je vais garder UX, RY et RZ relâchés. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je vous ai dit, un relâchement qui a été créé déjà automatiquement pour les pannes et les croix et les listes de partage. Et pour les potelets, comme je vous ai dit, j'ai engendré une modification parce que, comme je vous ai dit, le passage de 2D en 3D, le fait de, dans le modèle 2D, je dois considérer 3 degrés de liberté, et dans le 3D, dans le 2D, dans le 3D, vous avez 6 degrés de liberté. Donc, j'ai engendré une petite modification au niveau du relâchement créé déjà dans le modèle 2D pour l'extrémité de chaque potelet. Donc, à l'origine, c'est-à-dire au niveau de la fondation, c'est la rotule déjà définie comme appui. Et au niveau de l'extrémité, toujours le UX, elle est libre, c'est-à-dire ce nœud-là, elle a la liberté de se déplacer verticalement. Et comme ça, je vais négliger, pour cet élément-là, de supporter les actions descendantes, c'est-à-dire les charges engendrées par le poids propre des différents éléments et la charge d'entretien et l'action du vent descendante ou bien descendante. En réalité, ça veut dire surchanté, à ce niveau-là, vous avez un assemblage avec un trou blanc pour laisser la liberté de ce nœud-là de se déplacer verticalement et d'effectuer ces rotations-là par rapport de repère local. Donc, c'est bon au niveau des relâchements. Je vais passer directement pour générer les combinaisons de charges. Je dois vérifier d'abord les notes. Je vais aller à outils de préférence de la tâche. Et dans l'ordre de conception, je vais mettre ici pour les structures acier-aluminium. NFEN 1993-1, c'est la partie de l'Eurocode 3 qui s'intéresse aux bâtiments en charpente nucléaire. Pour les combinaisons de charges, c'est aussi par rapport à la norme Eurocode 3. Je vais aller maintenant chargement combinaison automatique. Je vais générer toutes les combinaisons possibles. À l'état limite ultime, à l'état limite service, je dois vérifier ici que toutes les charges sont sélectionnées. Il faut faire attention ici pour les actions du vent. Comme je vous ai dit, le vent a été généré selon le NP65 et les combinaisons, elles seront générées par rapport au code 3. Qu'est-ce qu'il dit dans le code 3? Il dit que si vous avez la pression normale, je vais majorer cette pression-là par 1,2. Si vous avez une pression extrême pour le vent, je vais utiliser l'action du vent telle qu'elle est dans les combinaisons de charge. Donc, ici, je vais considérer que la pression est normale. Vous avez un coefficient ici qui est à 1. Je vais garder 1 si vous avez une pression extrême. Et je dois modifier ce coefficient-là en 1,2 si vous avez une pression normale. La différence, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça veut dire pression normale? C'est-à-dire, je vais prendre la vitesse du vent enregistrée dans la station du météo et je vais prendre la valeur moyenne des vitesses enregistrées pendant une période de retour donnée. Donc, pression normale, c'est-à-dire la pression du vent considérée ou bien calculée en se basant sur la valeur moyenne de la vitesse du vent enregistrée pendant une période de retour donnée. Donc, et extrême, c'est-à-dire je vais prendre la plus grande valeur de la vitesse du vent enregistrée pendant la période indiquée. Donc, extrême, c'est plus important que normal. Généralement, on travaille avec la pression normale et dans la combinaison de charge, je vais majorer cette pression-là par 1,2. Pour modifier ce coefficient-là, je vais sélectionner toutes les actions du vent et je vais cliquer sur éditer paramètres.
Et ici, je vais mettre 1,2 au lieu de... Vous devez réaliser, ou bien effectuer cette étape-là, cette modification-là, uniquement si vous avez comme donnée du projet une pression normale pour votre action du vent, comme donnée du vent. Et donc, dans les combinaisons de charges, les charges variables, le coefficient de sécurité, c'est toujours égal à 1,5, mais égal à 1,5 fois 1,2, ça fait 1,8 si vous avez une pression normale. 1,5 fois action fois W directement si vous avez la pression extrême. Donc, si vous avez la pression normale, il faut majorer l'action du vent générée par robot par 1,2. Si vous avez la pression extrême, vous allez garder un coefficient égal à 1 parce que c'est déjà la plus grande valeur de la pression du vent enregistrée pour la période donnée. Pour les combinaisons à calamité de tube et calamité de service, donc vous avez ici pression, charge permanente et exploitation, et vous avez l'action du vent. Pour les relations maintenant, et pour les charges permanentes, ou pour les charges d'exploitation, et pour le vent ou exclusif. Et je vais générer toutes les combinaisons. La longueur déchargée, non? Longueur déchargée est supérieure ou égale à la longueur de la bâche. Je dois vérifier ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler les poteaux et les traverses pour regarder c'est quoi le problème exactement. C'est bon? Donc, comme je vous ai dit, les jarrets de longueur, 10% de la longueur totale de la barre, de la traverse, et de hauteur, c'est le même profilé que je vais utiliser. Donc, regardez maintenant, toutes les combinaisons de charges ont été générées à l'état limite et à l'état limite service. Dans 11, vous avez toutes les combinaisons de charges à l'état limite et dans 14, vous avez toutes les combinaisons à l'état limite service. Pour afficher toutes les combinaisons de charges, je vais aller à chargement, tableau de combinaison. Et je vais sélectionner toutes les combinaisons de charges, bouton droit, transformer pendulation en combinaison. Cette option-là, il nous permet d'afficher toutes les combinaisons de charges générées par robot, quel que soit à l'état limite type ou bien à l'état limite service. Je vais aller directement dans le dimensionnement des barres acier aluminium et je vais commencer par le dimensionnement des éléments de contreventement. Je vais commencer par les croix centrées réalisées par double cornière 70 x 7 et les poutres au vent par double cornière 60 x 6. 60 c'est la longueur de l'aile et 6 mm c'est l'épaisseur de la cornière. Donc, je vais commencer par ces deux familles-là. Je vais créer une nouvelle famille numéro 1. C'est la famille pour les croix centrées. Pour la liste des pièces, je vais sélectionner ça rapidement, puisque je connais des profilés pour cette famille-là. Non, c'est uniquement pour les croix centrées.
Ok, c'est ça. Voici la liste des pièces. J'ai sélectionné uniquement les profilés dans la section de la double cornière 70x7. Enregistré. Pour la deuxième famille, c'est la famille des poutres courantes. Et pour la liste, sont les profilés dans la section, c'est le 60 double cornière 60x6. J'ai créé deux familles jusqu'à maintenant. La première famille, la famille pour les croix centrées, et la deuxième famille, c'est la famille pour les poutres courantes. Je vais aller à type de barre acier avec bien pour définir les coefficients de flambement pour cette famille-là. Les coefficients de flambement sont les mêmes pour les deux. Donc je vais mettre ici croix centrée et poutres courantes. Ok. Donc, ces éléments-là, elles sont soumis à un effort axial, qu'il soit de compression ou bien de traction. Si l'effort maximal, il s'agit bien de la traction, elle va vérifier juste la résistance de la section transversale. Si l'élément est soumis à la compression, dans ce cas-là, elle va vérifier sa résistance vis-à-vis des instabilités élastiques, essentiellement le flambement. Pour les éléments soumis à la compression énoncée, il doit vérifier sa résistance vis-à-vis le flambement. Donc, je dois définir le coefficient de flambement. Dans l'exécution, je vais prendre ce cas-là. Donc, pour les poutres rondes et les croix centrées, la forme de croix, assemblées par un assemblage boulonné, et donc réellement c'est la moitié. Donc, je vais considérer que ça que c'est le biarticulé, mais réellement je ne vais pas considérer toute la longueur de la barre, mais c'est uniquement la moitié de la barre, parce que je vais considérer cet assemblage-là pour les croix centrées et pour les poutres rondes. Donc, il s'agit bien d'un croix, mais au milieu, chaque barre elle sera divisée sur deux, et l'assemblage, je vais considérer les liaisons de l'extrémité, c'est le biarticulé. Donc, je vais considérer juste la moitié de la longueur de chaque élément là. Regardez dans le modèle robot, j'ai considéré toute une barre pour chaque élément. Mais dans la réalité, comme je vous ai dit, je vais considérer cet assemblage-là pour ces éléments-là. Donc, le croix sera divisé au milieu. Donc, je dois considérer dans le calcul la moitié de la longueur de chaque barre. Donc, c'est pour cette raison j'ai mis 0,5 ici. Et le coefficient de flambement pour les deux, je vais mettre 1 parce que j'ai dit que la liaison, je vais considérer que c'est le biarticulé. Aucune vérification à l'état limite service. Et je vais enregistrer cette fiche-là. Et cette fiche-là, je vais l'appliquer pour les croix centrées, les poutres rondes. Je reviens ici, je vais mettre le dimensionnement de la famille, les deux familles créées, et je vais effectuer le dimensionnement à l'état limite par rapport à la combinaison en dessous. Donc, pour les croix centrées, le profil est correct, c'est le double cornière 90 x 9, c'est-à-dire le profilé proposé il est insuffisant. Et pour les poutres au fond, c'est la double cornière 70 x 7. Donc il suffit de cliquer sur le profil correct et de cliquer par la suite sur changer. Bien sûr, cette opération peut modifier la base de données contenant des informations sur le structure. Bien sûr, le profilé va changer et donc le poids propre de la structure aussi va changer. La même chose pour les poutres au vent, les profilés corrects sont les double cornières 70 x 7. Donc regardez maintenant, automatiquement les profilés ont été changés. La section des profilés. Donc si j'affiche la note de calcul pour les croix centrées, elle va vérifier le flambement, ok,
Parce que l'effort maximal, il s'agit bien d'un effort maximal de compression. Un effort de compression. Positif, dans robot, c'est-à-dire effort de compression. Négatif, c'est-à-dire un effort de traction. Donc, une petite modification au niveau de la fiche. J'ai remarqué ça dans la note de calcul affichée. Je lance le calcul d'abord. Bon, avant de lancer le calcul, je reviens ici à la fiche créée. Et pour, dans plus, vous avez ici un effort normal. Uniforme sur toute la barre. Quelle que soit compression ou bien flex. Je lance par la suite le calcul. Et au lieu de sélectionner ici la vérification dimensionnement, c'est bon, j'ai dimensionné les éléments et j'ai terminé le profil grec, je vais vérifier maintenant par rapport à la nouvelle mise à jour. C'est bon. Finalement, le 90 fois 9, 90 fois 9, c'est le profil correct pour les courroies centrées. Et le 70 fois 7, c'est le profil correct pour les poutres au vent. Donc les deux, l'effort maximal, il s'agit bien d'un effort de compression, et donc il est en train de vérifier la stabilité de l'élément vis-à-vis le flambement. Si c'était négatif, le NED, elle va effectuer uniquement une vérification de la résistance de la section transversale. Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc, je vais continuer sur le même projet d'étude et de dimensionnement des différents éléments qui constituent une charpente métallique d'un hangar industriel. L'autre fois, je vous ai montré les résultats obtenus pour les profilés exacts en ce qui concerne les deux familles, les croix cendrées et les poutres au vent. Cette fois-ci, je vais vous présenter les différentes démarches pour le dimensionnement d'un élément des portées de stabilité. Je vais commencer par les traverses ou bien les fermes. Donc, comme démontré déjà ici, donc, comme profil choisi pour les traverses, il s'agit bien d'un IPE 330. Donc, je vais commencer d'abord par créer une nouvelle famille. Le nom de cette famille-là, traverse. Je vais sélectionner ici les éléments qui constituent la traverse. Donc, je vais aller ici, sélectionner barre. Et puisque j'ai dit que le profil est choisi pour les traverses, c'est l'IPE 330, je vais sélectionner uniquement les IPE 330 et j'ajoute cette liste-là à la liste des pièces nécessaires pour créer cette famille-là. Pour les sections ici, je cherche à avoir un résultat. Pour cette famille-là, le profil exact de la famille HEA et de la famille IPE. Donc, avec cette méthode-là, le robot, elle va afficher, pour le dimensionnement, elle va afficher les résultats pour la famille IPE et la famille HEA, et par la suite, l'ingénieur, c'est qu'il va choisir le profil à utiliser pour construire ce bâtiment. Donc, la première étape, j'ai créé la troisième famille, donc ici, je vais dimensionner la famille numéro 3. C'est ça l'objectif de cette partie-là. Et pour les types de barres acier, là, je vais créer une nouvelle fiche. Et je vais nommer cette fiche-là traverse. Ok. L'étape la plus importante, c'est de bien définir les paramètres de cette fiche-là, essentiellement les paramètres de flambement et les paramètres de déversement pour avoir un résultat correct et pour bien dimensionner les éléments de cette famille-là. Donc, je vais commencer d'abord par les coefficients de flambement par rapport à Y et par rapport à Z. Vous avez ici
un coefficient égal à 1, c'est-à-dire je vais considérer la longueur totale de l'élément, et 1 aussi par rapport à Z, aussi pour le flambement par rapport à Z, je vais considérer la longueur totale de cet élément-là. Réel, il faut taper la longueur qui est égale à 10,05 mètres, longueur totale de la traverse, ou bien un coefficient tout simplement, c'est-à-dire 1 fois la longueur réelle de l'élément. Ok, donc toujours la question maintenant des coefficients de flambement. Je vais regarder le flambement dans le plan de la Terre, c'est le flambement par rapport à Y. Vous avez ici un profilé épineux, l'axe Y c'est l'axe perpendiculaire à l'A, ou bien parallèle au sommet. Et l'axe Z c'est l'axe parallèle à l'A. Donc le flambement dans le plan de la Terre, c'est le flambement par rapport à l'axe Y. Si je vais regarder maintenant Y, encastré au niveau du poteau, et aussi encastré au niveau de l'autre traverse. Donc, vous connaissez que dans les règles de la mécanique des structures, encastré, le coefficient de flambement égale à 0,5. Mais, dans notre cas, vous avez ici, ce nœud-là, il est fixe, il ne peut pas translater verticalement, mais ce nœud-là, elle a la possibilité de se déplacer verticalement. Dans ce cas-là, vous avez encastré avec un nœud déplaçable, donc le coefficient de flambement égale à 1. Pour le flambement dans le plan latéral, hors plan de la Terre, vous avez ici deux nœuds fixes, deux nœuds rigides, et ces nœuds-là, c'est l'intersection de la traverse avec les poutres au vent. Et donc, si je vais regarder notre cas, vous avez poutre au vent, chaque deux espacements entre les pas. Et donc, par rapport à Z, la poutre, elle va flamber sur deux fois la longueur de deux fois l'espacement entre les pas, c'est-à-dire cette distance-là ou bien cette distance-là. Dans notre cas, pour le flambement par rapport à Z, le cas le plus défavorable, c'est deux fois l'espacement entre les pas parce que vous avez des poutres au vent chaque deux espacements. Dans d'autres cas, si vous avez par exemple une poutre au vent chaque deux espacements avec une poutre au vent sur trois espacements, bien sûr, il faut raisonner toujours par rapport au cas le plus défavorable, c'est-à-dire le longueur de flambement, c'est-à-dire trois fois l'espacement entre les pas. Donc, revenons maintenant à notre exemple. Vous avez pour cette traverse-là les éléments de contreventement pour la toiture. Vous avez une poutre au vent chaque deux espacements. Et donc, dans ce cas-là, elle va flamber par rapport dans le plan latéral, hors plan de la Terre, elle va flamber sur cette longueur-là. Je ne peux pas considérer le panne comme étant un nœud rigide. Le nœud rigide, c'est uniquement l'intersection de la panne avec les croix, les poutres au vent. Donc, vous avez ici 4 espacements, 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est-à-dire l'espacement entre les pannes égale 0,25 de la longueur totale de la traverse. Et la poutre, elle va flamber sur deux fois l'espacement entre les pannes. Donc, vous avez ici un coefficient de flambement qui est égal à 0,5. 0,5 fois la longueur totale. Et voici la longueur de flambement pour cette traverse. Ici, c'est sans translation, grâce au poutre au vent. Et ici, c'est avec translation. Pour le déversement, vous avez un élément qui est soumis à la friction composée, donc il faut vérifier la résistance vis-à-vis flambement et le déversement. Et ici, je vais toujours noter le coefficient de flambement par rapport à Z, donc 0,5 fois. Bien sûr, ici, vous avez L supérieur ou bien L inférieur. Je vais ici parler de déversement par rapport pour les deux semaines, mais dans le cas où vous avez une semaine renforcée, par exemple pour le cas des branchés mixtes, je vais regarder uniquement la semaine inférieure. À l'état limite service, donc je vais vérifier toujours la flèche verticale de la traverse par rapport à l'accès sur L sur 200. Et ici, vous avez moment aux extrémités parce que vous avez une poutre encastrée. J'enregistre cette fiche-là, traverse, et je vais appliquer cette nouvelle fiche-là pour les éléments considérés qui sont les traverses. Ok. Donc maintenant, j'ai créé une nouvelle famille, troisième famille de traverses, et j'ai préparé la fiche. Essentiellement, j'ai travaillé sur les coefficients de flambement, parce que ces paramètres-là influent beaucoup sur le résultat, sur les profils corrects,
Et donc, il faut faire attention dans la définition des coefficients de flambement. Je vais lancer le calcul élément fini. Et je lance ici le calcul pour vérifier. Regardez ici, il a commencé de montrer les résultats pour le profilé ou pour la famille HEA. Donc un profilé obtenu correct, c'est le HEA 260. Nous attendons toujours l'affichage des résultats pour la famille épilogue, qui nous intéresse, bien sûr. Donc ici, regardez, il est en train de vérifier uniquement le diversement et la résistance de la section transversale, logique parce que vous pouvez remarquer ici que l'effort, il s'agit bien d'un effort de traction, donc dans ce cas-là, on ne doit pas vérifier le flambement, il est considéré comme étant une poutre soumise à la flexion. Donc, finalement, vous avez un IPE 360 pour traverse qui vérifie. Donc, vous échangez ici le profilé. Vous avez maintenant, c'est un IPE 360. Et je vais lancer le calcul de nouveau. Bien sûr, le poids propre de la structure doit être mis à jour. Et je vais, cette fois-ci, je vais vérifier la famille. Donc, vérifier. À l'état négatif, je vais vérifier. La dernière vérification, je vais voir l'état de service par rapport à la combinaison 14. Et c'est toujours vérifié. Donc, on va considérer un IPE 360 pour notre traverse. Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je vais ajouter une petite remarque en ce qui concerne la modélisation d'une charpente métallique et surtout pour garantir la bonne répartition de la charge et la transmission des charges entre les différents éléments qui constituent notre projet. Je vous ai montré l'autre fois qu'on a choisi comme système de contreventement les croix cendrées et les poutrements. Et j'ai dit que ces éléments-là, son rôle principal, c'est de stabiliser le bâtiment vis-à-vis l'action du vent qui frappe la face pilier. Donc, son rôle, essentiellement, c'est de stabiliser le bâtiment et ils sont sollicités uniquement soumis uniquement à l'action du vent qui frappe la face pliante et transmis généralement par des potelets et par les poutres. Donc, les autres charges, y compris les charges permanentes, les charges d'entretien, doivent être supportées par les autres éléments, par les pannes, par les listes de partage,
Et ces éléments-là, les éléments de complémentement, ne supportent pas les charges permanentes, les charges d'entretien. Je vais aller à démarrage et je vais essayer de vous montrer la répartition de la charge, par exemple pour la charge d'entretien, sur les différents éléments de la conception. Je vais aller à attributs et je vais cliquer sur charge, je vais cocher la zone de répartition des charges. Regardez ici la distribution de la charge appliquée sur la toiture et sur le bardage métallique. Elle répartit d'une façon très correcte pour les pannes ainsi que pour les listes de bardage. Pour les deux portiques pignons, il y a un problème ici au niveau de la répartition des charges appliquées sur la toiture et sur le bardage métallique. Vous pouvez remarquer ici que les poutres et les courroies centrées supportent aussi les charges d'entretien qui est appliquée sur le toiture. L'objectif principal de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on va négliger ces éléments-là, de supporter ces charges-là. Et il reste uniquement sollicité par les actions du vent, et comme je vous ai dit, son rôle c'est de transmettre les charges vers les poteaux et par la suite vers les nœuds de la fondation. Les éléments qui constituent les poutres vent, il s'agit bien de double cornière 70x7, et pour les croix centrées, sont des doubles cornières 90x9. Je vais sélectionner ces éléments-là et je vais aller ici dans modèle, répartition, et je vais cliquer sur négliger. Avec cette opération-là, je vais éviter la transmission des charges descendantes, par exemple, vers ces éléments de contreventement, et je vais garder uniquement un rôle unique, c'est de supporter l'action du vent et d'assurer la stabilité des bâtiments vis-à-vis de l'action du vent. Je lance le calcul de nouveau et vous allez regarder la différence maintenant au niveau de la répartition des charges, même pour les portiques pignons. Donc avec cette opération-là, je garantis la bonne répartition de la charge, et vous connaissez que une bonne modélisation, ça nous permet de bien dimensionner et de vérifier les différents éléments de notre construction. Je vous remercie. Bonjour à tous. Dans cette partie, je vais continuer avec le dimensionnement des éléments d'un hangar industriel en charpente métallique. Et dans cette vidéo, on va parler des vérifications nécessaires pour qu'on puisse dimensionner les portiques, les poteaux de notre portique de stabilité. Donc l'autre fois, on a dimensionné les croix centrées, les poutres vent et les traverses. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes démarches à effectuer pour bien dimensionner les poteaux. Et dans ce projet-là, la famille choisie, c'est la famille IPE. Et je vais essayer de vous montrer les profils corrects pour la famille IPE et la famille HOA pour l'élément considéré. Donc, je vais créer une nouvelle famille. Et le nom de cette famille-là, c'est bien sûr poteau. Pour sélectionner la liste des barres pour cette famille-là, il s'agit bien d'un poteau en IPE 400. Donc je vais sélectionner ici la liste des pièces, bien la liste des barres avec le profilé, constitué d'un profilé IPE 400. Enregistré. Donc j'ai créé ici une nouvelle famille pour les poteaux, et voici la liste des barres pour cet élément-là. Pour la section, comme je vous ai dit l'autre fois, je vais chercher le résultat pour la famille HOA et pour la famille IPE. Donc c'est une méthode pour que Robot affiche les différents résultats, les différents profils corrects pour les différentes
familles et les différents types de profilés sélectionnés déjà. Donc, bien sûr, les poteaux sont des éléments soumis à la friction composée, donc ou bien un IPE ou bien un HEA. Pour les projets classiques, bien sûr, s'il s'agit bien d'un grand projet avec une grande hauteur et avec une charge très importante, donc on peut aller jusqu'à des profilés en PLS. Il me reste la création de la liste, la fiche des paramètres pour les poteaux. Dans ce cas-là, il s'agit bien d'un élément qui est soumis généralement à la friction composée, ou bien il est soumis à la friction dans le cas où l'effort normal s'agit bien d'un effort de traction. Donc, je vais considérer la hauteur totale des poteaux, donc coefficient 1,1 par rapport Y et pour le flambement par rapport à Z. On va effectuer ici un changement si vous avez par exemple un poteau traversé par une poutre rigide ici. Dans ce cas-là, par exemple, pour le flambement par rapport à Z, la longueur sera divisée sur 2 et je vais nommer ici par exemple si la poutre traverse le poteau au milieu, donc je vais mettre ici 0,5. Sinon, je vais taper la longueur la plus grande. Pour notre cas, il s'agit d'un poteau encastré en bas et encastré avec la traverse en haut. Pour le flambement par rapport à Z, hors plan, dans le plan latéral, je vais prendre un coefficient de 0,5. Pourquoi? Parce que vous avez ici un encastrement en bas et vous avez un nœud fixe grâce au croissant bris. Donc ici, sans translation, et vous avez un coefficient de flambement qui est égal à 0,5. Pour le flambement par rapport à Z, par rapport à Y, dans le plan du portique, ici, je vais choisir le calcul exact. Avec cette méthode-là, c'est le robot qui va estimer le coefficient de flambement en fonction de quoi? En fonction de la rigidité des éléments attachés à notre poteau. Donc, pour l'élément 1, je vais prendre la traverse. Pour l'élément 2, j'ai rien. Et pour l'élément 3, 2 et 3, j'ai rien. Pourquoi? Parce que à gauche, j'ai une traverse attachée à notre poteau. À droite, ici, pour le 2, j'ai rien. Et au-dessus de notre poteau, j'ai rien parce qu'il s'agit bien d'un simple rez-de-chaussée, tout simplement. Donc, la longueur de la traverse, c'est 10 mètres. Et voici la disposition de la section. Sinon, on change la disposition. C'est correct ici. Et notre poteau, il est encastré au niveau de notre poteau. La liaison poteau-traverse, il s'agit bien de l'encastrement. Comme ça, le robot, elle va, comme je vous ai dit, elle va estimer, il va calculer le coefficient de flambement en fonction de la distribution de la rigidité ou bien en fonction de la rigidité d'autres éléments. Et pour le flambement par rapport à Y, notre poteau il est attaché à gauche à la traverse par une liaison encastrement. Pour le déversement, puisqu'un élément qui est soumis à la friction composée, donc je vais vérifier sa résistance vis-à-vis du déversement, je vais prendre le cas Z, dans ce cas-là, égal à 0,5. J'ai considéré le poteau par rapport à Z bien encastré parce que encastré en bas et le nœud est non déplaçable en haut. Ici, pourquoi j'ai mis avec translation? Parce que ce nœud-là, pour le flambement dans le plan transversal, ce nœud-là, elle a la possibilité de se déplacer. Donc c'est pour cette raison que j'ai mis en translation. Et pour les vérifications à l'état limite service, je vais vérifier que le déplacement par rapport X et par rapport à Y ne dépasse pas la longueur du poteau sur 150. J'enregistre cette fiche-là et je vais appliquer cette fiche pour les poteaux. Et je vais encore une fois sélectionner, effectuer un IPE 400. Donc, ces paramètres-là, maintenant, sont appliqués à notre poteau et je vais lancer le calcul élément fini et après, je vais essayer de dimensionner ces éléments-là. Donc, deux étapes, la création de la famille
Et la deuxième étape, c'est de saisir des facteurs, des coefficients de flambement et des paramètres de déversement. Je vais effectuer toujours le dimensionnement à l'état limite LQ, mais attendez-moi, la main, c'est le dimensionnement de quelle famille? C'est la famille numéro 4. Pour la famille HOA, le profil correct, c'est HOA 280. Et pour la famille EPE, ici c'est heureusement, c'est EPE 400 déjà, c'est le profil qui est vérifié avec un ratio égal à 0,9. Je vais tester par exemple ici le HEA 280. Voici s'il vérifie uniquement la résistance de la section de grande vesselle et la résistance de l'élément ou bien la stabilité de l'élément de déversement, parce que l'effort normal s'agit bien de l'effort de traction. Je vais choisir cette famille-là, ou bien ce résultat-là, et voici maintenant, vous avez 10 poteaux en HEA 280. Pour affecter cette section-là pour les poteaux, je vais vérifier à l'état limite surface. Non, mais vous avez raison, Robot a raison, parce qu'il demande toujours d'effectuer le calcul des nombres finis, parce que les profilés pour le poteau ont été changés. Petit classement de poteau, c'est ça. Pour le H1 de son. On n'a pas effectué la vérification du déplacement des poteaux parce que dans la fiche, on quand même vous demander c'est ça, donc la flèche elle est encore vérifiée pour le profil des concepts. Donc on garde un HA 280 pour les poteaux. Parce que la flèche, bon, le déplacement entre le poteau égale 5,1, proche de 6 mm, 6 cm qui est la flèche limite. Donc, ici, pour cette étape-là, on a pratiquement terminé, on a dimensionné le poteau, on a prouvé que HA 280 est suffisant et le profil est correct pour cette famille-là. Pour le dimensionnement, je vais juste chercher le résultat pour l'IPE, juste pour la main, regardez. Bon, ici, malheureusement, c'est un effort de traction. Donc, dans ce cas-là, il ne va pas vérifier le flambement parce que j'ai juste cherché la valeur de KZ à quoi est égal ou bien la valeur du coefficient de flambement par rapport à la grille prise par robot. Donc, voici les différentes démarches à effectuer. Toujours, il faut faire attention au niveau des paramétrages parce que ça implique beaucoup sur les résultats. Je vous remercie.